Donc bonjour Monique de Kermadec, merci de nous recevoir l'association Mensa pour parler de votre livre Le Petit Surdoué de 6 mois à 6 ans. Et peut-être qu'on pourrait d'ailleurs commencer par vous présenter vous. D'où arrivez-vous? Je suis psychologue et je suis psychanalyste. Je travaille depuis de nombreuses années avec des enfants et des adultes. Et j'ai été amenée au cours du temps à me spécialiser dans mon travail, ayant reçu des enfants et des adultes qui semblaient avoir tout pour être heureux et pour réussir, et qui néanmoins étaient en souffrance. J'ai donc cherché à comprendre ce qui était à l'origine de cette souffrance. C'est ce qui m'a amenée à me spécialiser, mais aussi à écrire le livre que vous avez aujourd'hui. C'est vrai que finalement votre premier livre était sur les enfants, ensuite Oui. vous êtes intéressé aux adultes. Pourquoi revenir aux enfants à ce moment-là? En fait, dans ma pratique, il n'y avait pas de partage comme ça. Je ne peux pas dire que pendant X années, j'ai reçu uniquement des enfants puis des adultes. Je voyais, de façon régulière, et des enfants et des adultes. Le livre sur les enfants est apparu à un moment où il me semblait important de communiquer sur l'importance des différentes intelligences et de ne pas simplement investir chez l'enfant surdoué l'intelligence cognitive. Les adultes, bien évidemment, il était temps qu'on en parle, on n'en avait pas encore assez parlé, et j'ai voulu y ajouter une petite dimension qui est liée à mon expérience et à ma pratique psychanalytique. C'est vrai que l'une des premières réactions qui est apparue sur votre page Facebook lorsque vous avez annoncé la sortie du livre, ça a été « ça y est, encore un livre pour nous forcer à faire des génies et surstimuler les enfants ». Est-ce que c'est ça? Non, absolument pas. L'intention n'est pas de vouloir fabriquer du génie, et je plaindrais les pauvres enfants dont les parents auraient pour projet d'en faire un futur Einstein. L'idée, c'est de permettre aux parents de bien saisir, de regarder aux différentes étapes du développement l'enfant, voir son avance, en prendre conscience, répondre à ses besoins, mais aussi regarder si sur certains points, l'enfant, par exemple, ne semble pas avancer tel qu'il devrait le faire. Donc c'est un livre plus général de conseils et qui incite le parent à regarder et à accompagner. C'est vrai qu'en lisant le titre, on s'attendrait comme un postulat à ce que vous parliez directement de comment tester un enfant et savoir s'il est surdoué. Et paradoxalement, ça arrive assez tard dans le livre. Il y a une raison. Bon, mais vous le savez, pour les enfants comme pour les adultes, il y a de nombreux indices qui nous permettent de prendre conscience de l'avance de l'enfant ou de l'adulte. Bien évidemment, pour les tout-petits qui sont en pleine construction, faire un test très tôt peut ne pas être du tout révélateur ou ne pas être suffisamment révélateur. Parce qu'un enfant, par exemple, peut faire des merveilles avec ses parents ou quand il en a envie, mais en situation de test, ne pas être encore assez scolaire, disons, et donc pas à même de vraiment montrer tout ce qu'il est capable de faire. C'est vrai que lorsqu'on est parent et qu'on lit ce livre, on a tendance à ne pas, si jamais on est parent, on a tendance à ne pas reconnaître tous les signes qui sont décrits dans le livre chez notre propre enfant. Alors est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, absolument pas. J'ai essayé de mettre en garde. Je l'avais déjà fait pour les adultes. Et bien évidemment, pour les enfants, c'est encore plus important. On ne peut pas présenter toutes les caractéristiques. Il y a certainement un portrait robot quelque part, une personne qui peut venir en disant « ça y est, moi j'ai tous les points ». Ce qui est important, c'est d'identifier les points qui sont les plus évidents chez votre enfant. À partir du moment où vous savez quels peuvent être les autres, vous pouvez aussi être attentif à ces points-là, mais il n'est pas question d'en faire une obsession non plus. Il y a une expression qui revient souvent dans le livre, qui émane d'autres personnes, il faut les laisser vivre, ces enfants. Il faut les laisser vivre. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Il faut les laisser vivre, c'est-à-dire il ne faut pas les surstimuler, il faut les laisser vivre. Donc il faut les laisser faire la nature en fait. Oui, mais votre question porte déjà à une partie de la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire laisser vivre, hein? Est-ce que laisser vivre, ça veut dire nous ne faisons rien et nous les laissons pousser comme de la mauvaise herbe? Ou est-ce que laisser vivre, c'est ne pas surinvestir l'enfant, mais c'est néanmoins être accompagnateur, c'est être attentif, c'est apporter ce dont il a besoin. Laisser vivre me paraît, oui, une phrase qui semble tout dire, et en même temps, il n'est pas question, si on accompagne un enfant, de l'empêcher de vivre à son rythme, de l'empêcher de se développer tel qu'il est capable de se développer. C'est vrai que c'est quelque chose que vous abordez dans ce livre, c'est les étapes de scolarisation en fait, d'un enfant. C'est-à-dire, alors vous avez également votre propre opinion, mais souvent dans le livre, il y a des réponses un peu normand, c'est-à-dire on peut faire ça, on pourrait très bien aussi faire ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment d'opinion ou vous laissez le champ large? Non, l'idée n'est pas de donner une opinion et une opinion générale. Et c'est ce qui me gêne parfois
par rapport aux réponses qui sont données aux parents pour les enfants surdoués. Il n'y a pas une réponse absolue, il y a une réponse qui correspond à chaque enfant, qui correspond aussi à la situation de la famille. Par exemple, certains enfants vont être très heureux de commencer la vie en groupe, que ce soit à la crèche ou à la maternelle, très tôt, parce qu'ils sont heureux, ils se sentent à l'aise affectivement au moment de la séparation. D'autres enfants ont besoin plus longtemps d'être accompagnés et protégés. Donc on ne va pas dire tout le monde doit aller à l'école à 2 ans et demi, on ne va pas dire non plus tout le monde doit faire ça à 3 ans ou à 4 ans. Ce n'est pas parce qu'on est surdoué qu'affectivement on vit les situations de la même manière. Et du coup, de votre réponse peut aussi découler des perceptions que peuvent avoir les professeurs ou les maîtres lorsqu'ils ont en face d'eux quelqu'un qu'on leur décrit comme surdoué et dont ils n'ont pas perçu cette nuance. La question est plus sur lorsque vous avez en face de vous un maître ou un professeur qui doit se positionner par rapport à un enfant, est-il surdoué? Faut-il lui faire sauter une classe? Que faut-il faire? Faut-il avoir des comportements spécifiques? Finalement, on comprend que ce soit vraiment difficile pour ces professeurs, parce que si même des parents doivent, eux, se poser des questions sur le cas unique de leur enfant, comment pourrait faire un professeur? Alors, je pense que l'enseignant va avoir des indices très particuliers qui sont ceux de la situation de classe et d'apprentissage tel qu'il se fait dans sa classe. L'enseignant devrait bien sûr avoir une formation psychologique de base qui lui permet, mais un grand nombre aujourd'hui sont informés, qui devrait permettre de déceler lorsqu'il y a une difficulté chez un enfant ou au contraire de grande facilité et d'essayer d'apporter à cet enfant une réponse pédagogique adaptée. C'est ça qui est important. Mais pour qu'un saut de classe, pour qu'une entrée plutôt puisse se faire à l'école de manière positive, il faut qu'il y ait une alliance entre les trois. Il faut que les parents puissent communiquer avec l'enseignant, il faut que l'enfant ait confiance dans le choix des parents et dans le choix de l'enseignant. Donc c'est quelque chose qui se fait à 3. Oui, dans le livre, vous relatez d'ailleurs un cas d'une petite fille qui, on voulait lui faire sauter le CP et elle disait non, mais moi je veux faire mon CP. Tout à fait, elle avait l'impression qu'on l'a privée de quelque chose d'important. Bien évidemment, quand un enfant veut sauter une classe, il ne sait jamais ce qu'il va manquer quelque part. Il sait que c'est très prestigieux d'aller de CP en CE2 par exemple, mais que représente le CE1 pour lui? Absolument rien. Donc, ce qui est important pour le parent lorsqu'il envisage une accélération du rythme, bien sûr, c'est de donner à l'enfant, avec l'aide de l'enseignant, les notions dont il aura besoin pour être à l'aise. Mais dans le livre des tout-petits, nous parlons de la maternelle. Et c'est vrai que c'est une période très particulière pour l'enfant. Certains, pas plus tard qu'hier, j'ai testé un petit garçon de 3 ans et 8 mois, qui est vraiment prêt à aller en grande section de maternelle à la rentrée. Est-ce que l'école va accepter? J'attends un mail des parents, mais je l'ai testé. J'ai proposé qu'effectivement, on tienne compte à la fois de l'avance de cet enfant et de son désir d'apprendre, du plaisir que l'on a à découvrir des choses nouvelles. Alors ce livre, c'est un livre que vous avez coécrit avec Sophie Carquin. Tout à fait, qui est une journaliste amie de longue date, qui elle-même s'intéresse beaucoup aux questions psychologiques de la petite enfance, et c'est un livre qui a été écrit dans la complicité et vraiment dans la joie, parce que toutes les deux, on a eu, que ce soit par rapport aux échanges sur des rencontres avec des mères, soit par rapport à nos propres lectures sur la psychologie de la petite enfance, on a eu un réel plaisir à faire ce travail ensemble. Est-ce qu'on peut en savoir plus un peu comment ça s'écrit, un livre à 4 mains? Un livre à 4 mains? Ça commence d'abord par des discussions, et des discussions, je dirais, très animées, où on se dit, tiens, on pourrait faire ci et là. Et puis, c'est assez étonnant, parce que s'il y a une véritable complicité, je dirais, la manière dont on va organiser le sujet n'est jamais source de conflit. Je sais que parfois, il est difficile d'écrire à deux, mais Sophie et moi avons vraiment été suffisamment complices pour que j'ai du mal à vous dire ce qui aurait pu être un problème. Le plan nous est venu naturellement, les échanges, alors il est vrai qu'au travers du temps, on a peut-être rajouté quelque chose dans un chapitre, qu'on l'a passé d'un chapitre à un autre, mais vraiment, ça a été une collaboration très, je dirais, très simple. Je souhaite ça à toute personne qui écrira un livre en collaboration avec quelqu'un d'autre. Je ne l'avais jamais fait. Pour moi, c'était une première expérience. Donc le petit surdoué de 6 mois à 6 ans, c'est un... Qu'est-ce que vous voulez que les parents en retirent?
C'est un manuel, c'est des pistes? Je pense que les parents aujourd'hui se sentent très seuls face à leurs tout-petits. Avant, on était proche de ses propres parents, de ses grands-parents. Il y avait un groupe élargi qui servait à donner des conseils ou qui pouvait nous accompagner dans notre réflexion. La plupart des jeunes parents aujourd'hui vivent loin de leur famille, ont pour amis des contemporains qui sont peut-être aussi tout jeunes parents et qui manquent un peu d'expérience. Et parfois, ils se sentent très seuls, ils n'ont pas les réponses. Et je pense que dans le livre, les témoignages vont leur montrer aussi que les questions qui se posent sont des questions que d'autres parents se posent et que ces questions ont des réponses et qu'ils ne sont pas seuls. C'est en quelque sorte une possibilité pour eux à la fois d'obtenir des recettes que peut-être leur mère, leur tante ou leurs amis plus âgés auraient pu leur donner, mais aussi de découvrir ce que les recherches, la littérature contemporaine peut amener sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes parents ont fait des études, sont informés par la télévision et par leur lecture, et là nous essayons de leur apporter plus. On vous sent un petit peu militante, que ce soit à travers nos pages Facebook ou même lorsqu'on lit le livre, enfin c'est un ressenti personnel, pour cette cause des sourds-doués. Est-ce que je me trompe ou quels seraient vos axes de militantisme par rapport à la société française peut-être? Alors, je ne sais pas si le mot militante est vraiment un mot auquel j'adhère, mais je dirais que ce qui a été à la base de tous ces écrits, mais aussi de mon travail, c'est que je tiens absolument qu'une personne puisse mener une vie dans laquelle elle peut s'épanouir, elle peut avoir le sentiment de vivre aussi pleinement que possible sa vie. Or, nous voyons au quotidien tout un nombre de personnes qui vivent à côté de leur vie. Nous voyons des personnes qui ne savent pas comment accéder à un autre mode de fonctionnement. Et ça, je dirais, c'est mon projet fondamental. En thérapie, si l'on écoute quelqu'un, c'est dans le désir de le voir accéder à sa liberté et à ses choix de vie. On commence très tôt, c'est important que le parent sache donner cette liberté à son enfant, c'est important que l'adulte qui ne l'a pas encore puisse l'acquérir. Alors, si je suis militante pour quelque chose, c'est vraiment pour essayer de se donner les moyens de vivre sa vie de manière aussi profondément satisfaisante que possible. Merci Malika Madec. C'est un plaisir de parler avec vous.